Bonjour, donc la vidéo que je vous propose est consacrée à l'analyse de la 7e partie du tournoi des candidats, de la finale, des candidats entre Bobby Fischer et Tigran Petrosyan. Donc la partie s'est disputée à Buenos Aires le 19 octobre 1971 et à ce moment du match, Bobby Fischer mène par 3,5 points à 2,5 points. Il avait gagné la première partie et Petrosyan avait gagné la deuxième, ce qui avait mis fin d'ailleurs à la série de 19 victoires consécutives de Fischer, 19 victoires sur les parties jouées. Et ensuite, il y a eu 3 parties nulles. Et dans la 6e partie, après un long combat, et j'allais dire dans une finale très technique, Bobby Fischer s'était imposé avec les Noirs face à l'ancien champion du monde. Et la partie que je vous propose, c'est une partie où on va voir comment Bobby Fischer surclasse littéralement Petrosyan dans un style qui est celui de Petrosyan, mais aussi dans un style qui est caractéristique de Bobby Fischer, du fait que c'est aussi un style basé également sur la précision et sur une technicité absolument remarquable. C'est une partie évidemment qui est décisive et on y reviendra à la fin. Donc Fischer a les blancs et jouait 4, comme d'habitude. Petrosyan répond par la défense sicilienne. Cavalier F3 E6, D4, c'est prendre, là il prend A6, donc la variante Khan, qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. L'idée, c'est de défendre les cases blanches avec les pions noirs et de jouer B5. Voilà, et la défense des cases noires est plus assurée par les pièces. Fou D3, donc c'est la réponse la plus souple, qui permet aux blancs de garder des options telles que C4, par exemple, ou cavalier C3. Ici, les principales réponses, alors la variante Khan par excellence, c'est fou C5, avec cette sortie du fou sur cette case qui est quand même extrêmement rare dans la défense sicilienne. La variante Khan le permet, ou dame C7, qui permet un peu plus de flexibilité dans le choix de la suite. Voilà. L'inconvénient de la variante Khan, c'est qu'en fait les noirs ne posent pas vraiment de problème aux blancs, dans la mesure où ils ne contestent pas l'ordonnancement des blancs, par exemple sur la Najdorf, où il y a 7 à 6, il y a B5 contre cavalier C3, donc il peut y avoir déjà quand même quelques menaces. Voilà. Alors que les noirs, dans cette variante, préfèrent, j'allais dire, un schéma plus passif. Mais c'est tout à fait jouable. Petrosyan, lui, a joué cavalier C6, plutôt que les 2 coups précédents. Voilà, et il va rentrer dans une variante qu'il a pratiquée à haut niveau plusieurs fois, et notamment contre Boris Spassky. Cavalier prend C6, B prend C6, petit roc D5. Alors voilà, ça c'est l'idée de cavalier C6, l'échange est de jouer D5, donc d'instaurer une structure qui ressemble à la défense française ou à la défense carocane, évidemment selon la question du fou C8. Alors c'est passif, mais c'est solide et c'est bien dans le style de Petrosyan, surtout après une défaite et surtout contre un joueur comme Bobby Fischer, qui aime bien les positions tendues dans les ouvertures. Alors Spassky avait dû affronter Petrosyan 2 fois dans cette position lors du championnat du monde 1969, dans les premières et 17e parties, et il avait préféré jouer cavalier D2. Là, Fischer choisit un autre coup, qui est C4, c'est-à-dire qu'il engage la bataille au centre contre D5, donc il menace tout simplement d'échanger en D5 et d'infliger un pion isolé. Alors, là, dans cette position, évidemment, prendre pour les noirs, que ce soit en C4 ou O4, n'est pas bon, tout simplement, parce qu'après D prend C4, fou prend C4, eh bien les blancs conservent quand même un avantage d'espace, et le pion C6 est quand même extrêmement faible. Je vais le mettre en rouge ici. Donc là, il y a un avantage structurel qui est quand même notable. Même chose, évidemment, et c'est encore plus ici, après D prend E4, fou prend E4, où le fou vise carrément C6. De même sur l'option D4, alors qui peut être une option tentante, eh bien l'idée c'est de jouer E5 et C5,
bien, ici, il y a E5 qui gagne de l'espace pour les blancs, notamment avec le fou qui voit sa diagonale se rouvrir, la case E4 qui devient accessible, et le pion E5 qui empêche notamment toute sortie sur ces cases-là. Donc, les blancs prennent un net avantage. Si par exemple il y a C5, on joue cavalier D2 et puis ensuite on peut jouer cavalier E4. On a aussi des plans à base de F4, dame G4. Et évidemment, il y a aussi des possibilités éventuellement sur cette grande diagonale qui peut être très dangereuse. Donc, évidemment, Petrosian joue la ligne normale, cavalier F6. Hein, il a choisi de se battre pour installer un pion en D5 et donc il le défend. Voilà. Alors Fischer pouvait jouer en C3, il a pris en D5. C prend, E prend, E prend. Alors, on peut se poser la question du non-choix, on va dire, de Fischer de reprendre avec de Petrosian, je vais y arriver, de reprendre avec une pièce. Alors, s'il prend avec la dame, évidemment, il y a cavalier C3, et après, par exemple, dame D7, on peut jouer fou F4 ou fou G5. Par exemple, fou E7, tour C1, petit roc dame E2. On voit quand même que les blancs ont une avance de développement dans la mesure, enfin une petite avance de développement, ont une position plus dynamique et ils ont des chances d'attaque avec la tour qui peut arriver en D1. Et évidemment, les menaces sur cette diagonale, il y a des possibilités évidemment très intéressantes avec déjà une première menace, c'est fou prend F6 et dame E4 qui peut être évidemment dangereuse. Donc, c'est pas forcément une option qu'on choisit. L'autre choix, c'est cavalier prend D5. Et là, quand j'ai regardé, évidemment, quand j'ai analysé cette partie, j'ai préparé cette partie, la fou E4 était considérée comme étant en gros la réfutation, parce que ça s'est joué sur une ligne d'une partie jouée entre Averbach et Taimanov en 1960, fou 7, qui est C3, fou B7, dame A4, dame D7, on échange, on joue tour D1, et donc là, en fait, on va profiter du clouage pour gagner un pion, ou en tout cas pour conquérir l'avantage. Mais je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe après fou B7, parce que dans les analyses des différentes parties que j'avais consultées, fou B7 n'était pas traité. Et en fait, en regardant un peu, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément de suite qui donne l'avantage à coup sûr. Alors, il y a un coup intéressant, c'est dame D4, qui a l'avantage de viser G7, donc de gêner le développement du fou C5, du fou F8, par exemple en C5, qui peut être dame D4, peut aussi être suivi de tour D1 et cavalier C3, ça c'est sûr. Après, à voir si après C8, par exemple tour D1, dame C7, est-ce que c'est si problématique que ça? Bon, il n'y a pas de réponse très claire. On peut envisager de jouer dame A4. Alors ça a été joué une fois dame A4. Dame D7, dame prend, tour D1. Bon, ok, fou D6, fou prend, fou. Alors, sur fou prend, il y a cavalier C3. Là, ça peut être gênant, effectivement, dans cette position-là. Maintenant, on n'est pas obligé de prendre en D5. On peut jouer E prend D5, fou E3, oui, mais bon, il y a un pion isolé, mais est-ce qu'il est si évident de le faire? D'ailleurs, cavalier C3, on peut jouer T3, C6. On a peut-être d'autres possibilités. Tour D1, on peut peut-être jouer aussi tour D8. Voilà, dans cette position. Comme ça, cavalier C3. Et puis, je sais pas, on peut jouer roi C6. Par exemple, hein, voilà. Donc, il n'y a pas de ligne. Sur dame B3, on peut peut-être jouer tour B8 aussi qui est possible. Donc, on a sur cavalier prend D5, fou E4. Alors, c'est sûr que c'est pas très agréable d'avoir le fou qui est placé sur cette diagonale, mais
il n'y a pas forcément de suite qui donne un avantage si évident que ça. C'est sûr que la position des blancs est plus agréable à jouer, mais voilà. Bon, en tout cas, elle ne plaisait pas à Petrosian, et ça veut dire évidemment que c'est pas extraordinaire. Mais dans ce cas, on peut quand même s'interroger sur le choix de l'ouverture. Donc Petrosian, en fait, après la prise en D5, a repris avec le pion, donc il reste avec un pion isolé. Et c'est 3 fou E7. Bon, là, dans cette situation avec le pion isolé, les noirs doivent activer leur pièce et ça va passer par fou B7, D4, avec un fou qui va lorgner sur cette diagonale qui va être extrêmement intéressant. Donc, d'autant plus que pour l'instant, il n'y a pas les pièces blanches ne sont pas dans une situation de consolider le roc. Mais ça n'est qu'un moment. Mais Fischer, lui, va trouver un moyen pour déranger l'ordonnancement des pièces. Il joue dame à 4 échecs. Donc là, il gêne les noirs. Pourquoi? Parce que si Petrosian avait joué fou D7, en doute le plus fort, c'est dame D4. La dame est centralisée, fait pression sur D5. Petit roc. Alors on peut jouer aussi dame D2 plutôt que dame C2 plutôt que dame D4. Et là, eh bien, par contre, la prise en D5 est tentante, mais les noirs se dégagent par fou B5. Dame prend, forcé, tour prend, fou prend, A prend. Et là, on constate quand même que les noirs ont du contre-jeu sur la colonne A. Voilà, avec cette tour qui attaque le pion A et le fou qui peut aller en F6 attaquer le pion B. Donc là, vous avez des pièces qui sont actives et les noirs en fait ont une compensation pour le matériel perdu. Donc c'est évidemment l'exemple d'activité des noirs avec un pion de moins, caractéristique des finales de tour. Alors après petit roc, il vaut mieux jouer positionnellement, fou F4, fou E6, puis soit on peut jouer tour C1, soit on joue H3, H3 pour empêcher le cavalier G4 et fou F6, soit tour C1 si on craint des coups comme tour C8, mais même sur H3, tour C8, il peut y avoir cavalier A4. Eh bien, de toute façon, c'est une position qui n'est pas agréable à jouer pour les noirs. Les pièces sont peu actives, F4, fou E6, et les blancs sont les meneurs de la partie. Bon, après, c'est pas rédhibitoire, mais c'est pas une position agréable à jouer, y compris pour un joueur comme Petrosian. Petrosian lui joue à l'échec, il joue dame D7. Alors, il comprend bien qu'il ne faut pas subir le massage de Fischer et il propose l'échange des dames. Mais en fait, il y a un petit coup vicieux, c'est qu'évidemment, il y a un coup tactique qui peut se produire, c'est fou B5. Fou B5, A prend B5, dame prend A8. On gagne la qualité, mais après petit roc, les noirs vont obtenir du jeu. Après dame A5, D4, et cavalier prend B5, il y a fou B7. Et là, ce qui peut arriver, c'est tour A8, et évidemment aussi dame D5 ou C6, avec des menaces sur la grande diagonale. Et par exemple, je vais vous donner un exemple, si les blancs jouent à 4, un coup relativement neutre, et bien là, les noirs peuvent tout de suite jouer fou prend G2, roi prend G2, et dame G4 échec et faire nul. Donc voilà l'exemple. Prendre en B5 n'est pas obligé, on peut jouer tour D1, mais après cavalier G4, et là les lignes données par l'ordinateur, par exemple, disent il va y avoir un sacrifice en F2. Bon, en tout cas, les noirs ont du contre-jeu. Est-ce que ça suffit à compenser la perte matérielle? J'en sais rien. Peut-être pas, mais en tout cas, ça donne de l'activité. Et l'activité, c'est évidemment très important dans ce genre de position, avec surtout ce fou C8 qui est extrêmement puissant, là, s'il arrive en B7. Donc là, derrière cette protection, Petrosian, en fait, tend un piège pour prendre l'initiative. Lui qui était le roi du sacrifice de la qualité. Mais Fischer va continuer tout simplement. Tour 20, il continue son développement. Et ici, les noirs ne pouvaient pas jouer fou B7, qui est pourtant un
coup anodin, en sachant que les noirs ne peuvent pas roquer parce qu'il y a prise en D7 et le fou en E7 n'est plus défendu. Si on joue fou B7, et bien là, on peut jouer prend E7, roi prend E7, dame B4 échec, roi 8, fou F4, et là vous allez avoir du tour E1 qui va arriver. Vous avez aussi les faiblesses sur les cases noires qui fait que la dame peut arriver par exemple en B6 ou en C5, le cavalier qui peut aussi passer par là. Donc là, vous avez des pièces qui vont virevolter et on remarque que l'action se passe sur les cases noires avec donc la collaboration des pièces. Et on voit que la tour en A8, elle, en H8 ne joue pas, que la tour A8, elle a un rôle purement défensif et j'allais dire aussi limité. Donc là, on a une position qui est vraiment très compliquée. Voilà, par exemple, si on joue au roi D8, cavalier A4, on menace cavalier B6 ou cavalier C5, A5, dame B6, roi E8, tour 1, roi F8, cavalier C5 et on gagne une pièce. Donc c'est déjà évidemment notable. Donc voilà. Après, il y a d'autres lignes que je vous laisse examiner. Notez que sur fou B7, on peut jouer, au lieu de tour prend 7, fou F4. Voilà. Qui marche aussi très bien. Et là, sur dame prend A4, cavalier prend A4, et bien là, on ne peut toujours pas roquer. Et le fou est cloué. Et il y a un vrai problème avec ça pour les noirs, où leurs pièces sont complètement vissées. Par exemple, si on essaye de jouer roi D8, il y a cavalier B6, qui fait que la tour, en fait, n'a quasiment plus de cases. Alors, elle peut aller en A7, mais je sais pas, on peut peut-être continuer par tour C1. Et à noter que si on joue fou B4, par exemple, et bien là, il y a un petit drame. Fou C7 mat. Voilà. Donc, ce sont des lignes illustratives. Donc, après tour E1, Petrosian échange les dames. Fou E6, fou E3, petit roc. Alors, peut-être que cavalier D7 était meilleur, comme ça, mais après fou D4, petit roc F4, la position noire n'est pas du tout agréable, il y a une menace, c'est F5, et j'allais dire l'avantage structurel des blancs risque de faire la décision. Il y a un net avantage blanc. Alors ici, dans cette position, eh bien Fischer a plein de possibilités. Il peut jouer un coup comme fou D4, qui est un coup très thématique. Voilà, on bloque le pion D5. On peut installer le cavalier en C5. On peut installer en B6. Mais après tour B8, fou prend, tour D8, cavalier A4, D4, fou D2, tour A8, fou B5, tour B8. On voit que les noirs arrivent à s'activer pour le pion. Le cavalier A4 est hors jeu, il est même menacé, il va avoir du mal à revenir. Le fou B5 est menacé. Donc là, on voit que les noirs ont de l'activité. Et bien Fischer va jouer un très bon coup, c'est fou C5. En fait, il échange le fou de case noire, et qui lui permet de mettre la main sur les cases de cette couleur. Et en plus, il peut installer le cavalier sur la case C5. Donc voilà, il échange, j'allais dire peut-être la pièce la plus utile des noirs. Une pièce qui, en tout cas, une pièce qui pouvait s'activer sans être contrainte à la défense du pion B5. Donc Petrosian joue tour E8, on échange, B4, donc on visse la case C5. À noter que si on joue A5, il y a B5 qui crée un pion passé, et les problèmes s'ajoutent. Si on joue par exemple tour B8, A3, tour A7, tour C5, tour B6, tour C1, là vous avez une position vissée qui ressemble beaucoup à ce qui s'est produit dans la partie. Donc Petrosian joue roi F8, il ramène son roi au centre, cavalier C5, fou C8, F3. Donc un coup qui permet à la fois de libérer le roi, en tout cas la diagonale du roi pour qu'il se rende en D4, mais aussi contrôle les cases G4 et E4, qui évidemment restreint les possibilités noires. Donc nous sommes au 20e coup, et là on peut dire quand même que les blancs ont un avantage assez net, et qui fait que les noirs sont complètement vissés, ils ont un pion isolé qui est un problème, en plus leur fou n'est pas le bon, alors il est bon en défense, mais aussi en attaque il est impuissant. Ici la structure de pion des noirs est très faible.
A6, je vais le mettre en rouge, A6 et D5 sont vraiment les points faibles. Alors là, dans la partie, Petrosian a joué tour E7 à 7, et certains ont critiqué ce coup. Alors, est-ce que véritablement c'est un mauvais coup? J'en suis pas sûr, parce qu'il y a quand même des... Dans les autres variantes, la situation n'est pas meilleure. Alors, par exemple, si on échange en E1, voilà, alors si on joue cavalier E8, eh bien, on peut jouer roi F2, cavalier C7, A3. Sur H6, on joue F4, mais sur cavalier B5, on peut jouer tour E5, cavalier prend, tour D5, cavalier B5. Et là, la meilleure ligne, c'est tour D8, roi E7, tour G8. On menace de gagner le pion B. Sur G6, fou E4, tour D8. Et la petite combinaison cavalier prend A6, tour B6, sinon évidemment sur fou prend A6, il y a tour prend B8, tour prend C8, tour prend A6, fou D3, tour B6, on échange, tour C4 et on arrive dans une finale qui est normalement qui devrait être gagnante avec un pion de plus, mais surtout on voit la différence des tours. La tour B5 serait évidemment beaucoup mieux s'il était en A2 par exemple, et là les chances de gain des noirs, des blancs seraient beaucoup moins grandes. Et aussi la tour dans une position plus active, donc le roi va pouvoir soutenir l'avancée du pion. Éventuellement, la tour peut essayer de passer derrière le pion, et on va arriver sur un gain thématique dans ce genre de situation. Bon, je vous laisse évidemment examiner la finale. Je vous donne quelques variantes. Toujours après l'échange en E1, cavalier D7, on peut jouer tour C1, et par exemple si on joue roi E7, cavalier prend D7, alors sur fou prend tour D5, roi D6, tour A5, C8, on peut gagner pion par B5, ou jouer roi F2. Et sur cavalier prend D7, roi D7, alors je vais vous montrer une ligne où là les blancs échangent tout, mais gagnent la finale. Donc voilà, on échange, on ramène le roi, et ici, dans cette position, il ne faut surtout pas jouer roi D4, parce qu'après roi B5, les noirs vont attaquer l'aile dame et s'en sortir, avoir la nulle. Si les blancs jouent A3, parce que sur roi prend D5, eh bien, ce sont les noirs qui risquent de gagner. Après roi D6, roi A3, roi E7, là il ne faut pas prendre en A2, mais il faut jouer F6. Ça permet de gagner du temps pour les noirs, hein, qui vont faire dame avant le roi et avant les blancs, et qui vont pouvoir faire promotion, puis ensuite ramener leur dame et attaquer le roi et empêcher la promotion du pion blanc. Je vous laisse analyser. Il faut jouer A3 justement pour repousser cette possibilité, et les blancs font nul, mais ils ne peuvent pas gagner. Par contre, dans cette position, il faut jouer A4, empêche le roi noir d'aller en B5, et là ensuite c'est gagnant, voilà par exemple, et on pousse, et on gagne selon évidemment les règles de l'art. Donc il y a des possibilités qui ne sont pas extraordinaires de toute façon. Peut-être comme option dans la position de la partie, au lieu de tour E7 à 7, il y a cavalier D7, mais il y a peut-être tour EC1 qui est une possibilité également à envisager. Et après tour E3, roi F2, D4, fou E4, on échange les cavaliers, tour B8, A3, les blancs conservent un net avantage. Mais bon, disons que les noirs ont un peu d'activité dans cette position. Bon, déjà la première menace, c'est tour D5. Bref, on va revenir à la position de la partie, donc tour E7 à 7. C'est une tentative de Petrosian de s'activer, on va voir comment. Tour E5, fou D7. En fait, l'idée de Petrosian, c'est d'installer le fou en D5 pour défendre A6 et pour s'échanger avec le fou D3. Alors là, comment les blancs ont continué? Eh bien, l'ordinateur, lui, voit A4, mais c'était le plan des noirs, fou C6. En fait, l'idée de fou C6, après, c'est de jouer cavalier D7, d'échanger le cavalier et de tenir. Par exemple, si on joue tour C1, cavalier D7, on échange. Et là, ici, les noirs, en plus,
peuvent attaquer le pion A4 et ils doivent tenir la position pour le moment. En tout cas, c'est une position qui est jouable. En plus, ils peuvent jouer tour B8. Alors, mais en fait, après fou C6, le coup de tour E1 en fait, maintient l'étranglement parce que en fait, l'idée de cavalier D7 ne marche plus parce qu'après cavalier D7, on peut prendre en A6 et on gagne un pion. Il y a la menace B5. Enfin, il y a plein d'autres possibilités dans cette situation. Donc voilà. Mais ici, Fischer va jouer cavalier prend D7 échec. Il échange son cavalier qui était pourtant si bien placé, mais en fait, il voit que il peut tirer encore plus avantage de cette situation. En fait, le fou en D7, c'est un fou qui est peut-être passif, mais qui défend. Et Fischer transforme un avantage en un autre, c'est le principe de la technique, aux échecs, et en fait, pour prendre D7 tour C1, il s'empare simplement de la colonne C, et il veut aller en C6 pour attaquer le pion A. Donc Petrosian défend D6, mais ça autorise la tour à aller en C7. Alors, cavalier D7 coupe la 7e rangée, tour E2, B6. Petrosian va commencer à jouer des coups entre guillemets par défaut. Roi F2, H5, F4. Et là, Petrosian aurait pu jouer cavalier B6, mais je pense qu'il est déjà assez déprimé dans cette position. Il aurait pu tendre un piège, il y avait la possibilité. Roi7. Alors les coups ne sont pas forcés. F8, G3, tour D8, et là sur fou prend A6, il y avait le coup incroyable, cavalier A8, qui sauve la partie. Alors pourquoi? Parce qu'après tour A7, eh bien je prends A6. Et évidemment, si on prend A6, il y a roi prend 7, et les blancs en fait, soit prennent la nulle en faisant échec en F7 et faisant échec avec les deux tours, soit acceptent d'entrer dans une finale avec une pièce de moins pour 3 pions. Mais en tout cas, leurs chances de gain sont quand même assez limitées. Donc, cavalier B6. Alors, ici, les blancs ont plein d'options. Ils peuvent jouer G3, ils peuvent jouer d'autres coups, hein, même sur tour D8. Ils jouent tour A7, par exemple, et sur cavalier A8, on joue tour B7, par exemple. Voilà. Et là, le pion A6 risque de tomber. Et le pion A6, oui, il risque de tomber, oui, c'est ça. Donc, on a toute une série de possibilités dans cette position, mais on peut tendre des pièges. Mais Petrosian va complètement lâcher prise. Alors, on est au 27e coup, et qui peut croire que la partie va en durer encore 7, seulement 7. Il joue H4, roi F3, et là, Petrosian joue F5. Alors là, sans doute, il va empêcher roi G4, ça c'est clair, mais là, il va ouvrir complètement la 7e rangée, aux deux tours, lorsque celle-ci on pourra rentrer. Roi E3, alors, roi E7 avec les rois F6 était plus résistant. D4 échec, alors coup également discutable parce que ça permet au fou d'aller en C4. Roi D2, cavalier B6. C'était peut-être l'idée aussi de jouer cavalier D5, hein, c'était l'idée de D4. Tour E7, cavalier D5, oui, on donne échec. Et on joue tour B7. Et là, dans cette position, eh bien, Petrosian, de toute façon, est perdu à terme. Il joue cavalier prend F4. Et Fischer joue ensuite fou C4. Et après fou C4, Petrosian abandonne. Pourquoi Petrosian abandonne? Eh bien, parce que les blancs menacent tout simplement d'aller mater par tour G7 et tour G8. Je vais le faire comme ça. Voilà, ou pour H7 ou pour H8. Donc avec les tours sur la 7e rangée et le fou, eh bien, ils permettent d'aller mater. Alors, par exemple, si on joue G5, tour G7, si on joue tour F6, on joue tour G8 échec, tour F8, fou F7 et mat. Si on joue cavalier E6, eh bien, on peut jouer tour G8, cavalier F8, fou prend, fou F échec et tour prend F8. Voilà quelques coups. Et puis sur cavalier E6, eh bien, on peut jouer, on peut déjà jouer
tour 7 et fou prendre 6, hein, bien évidemment, qui va gagner. Donc voilà pour cette position, cette partie. Une victoire donc assez brillante de Fischer, hein, sans coup spectaculaire, mais en profitant d'un Petrosyan qui s'est imposé une ouverture passive, une position passive, et qui a décliné. Et donc avec cette victoire, Fischer a pris 2 points d'avance dans ce match, et il a vite fini le match puisqu'il a gagné les 2 autres, pour gagner par 6,5 points à 2,5 points, c'est-à-dire qu'il a terminé en gagnant 4 parties de suite. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de liker si vous aimez, et on se retrouve prochainement pour une partie d'échecs. Cette vidéo est associée à l'article qui est consacré à l'histoire des matchs des candidats de 1971. Je vous invite évidemment à aller regarder si ça vous intéresse. À bientôt.